Attention, toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Les témoins, les officiers de police, de gendarmerie, les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. Réincarnation, et je crois que dans ma vie passée, je devais être réincarné dans un oiseau. Oui, parce que de temps en temps, on a des sensations étranges, ce qu'on dit l'impression d'avoir déjà vécu quelque chose. Moi, je crois à la réincarnation, mais c'est tout, je pense. Une vie antérieure, ça me paraît difficile, parce que bon, j'ai aucun souvenir, mais bon, comme tout est possible, peut-être, mais je suis pas tellement convaincu, je veux dire. Il me semble, hein, je suis pas sûr, mais je crois qu'on peut être incarné. Ouais. Peut-être que si un jour on me le démontre, peut-être que j'y croirai, mais il faudra vraiment que la personne qui me le démontrera soit très forte. Hein. Non, je ne crois pas. C'est fort possible que notre âme circule comme ça à travers les temps. Et puis les choses matérielles, elles sont là, elles restent, et puis elles se détruisent. Mais nous, peut-être qu'au fond de nous, oui, notre âme circule. Je pense avoir vécu peut-être une autre vie ailleurs, je sais pas, enfin des impressions de déjà-vu régulièrement, donc je me dis peut-être que j'ai déjà vécu ça autrefois, dans une autre vie, il y a longtemps. Bonsoir. Bonsoir. Y croire ou ne pas y croire, c'est naturellement toute la question. Après chaque émission de Mystère, c'est la question que tout le monde se pose, que vous vous posez, qu'on me pose d'ailleurs presque quotidiennement. Et je dois dire que ce soir, pour ce qui me concerne, parmi les histoires qu'on va vous raconter, il y en a une que je trouve particulièrement troublante. C'est l'histoire de Pierre et Odette Barras. Pierre et Odette Barras, ce sont des Français comme des millions d'autres. Lui, il était fonctionnaire de police, elle était comptable, ils étaient à la retraite. Et puis un beau jour, ou plutôt une nuit, en 1980, Pierre Barras fait un rêve étrange. Il se voit dans la peau d'un autre, avec sa femme, dans un autre pays et à une autre époque. Vous aurez les détails en suivant le film dans un instant. Mais ce qui est très très intéressant et très troublant, c'est qu'un peu plus tard, après avoir fait faire des recherches dans les archives locales, ils auront la confirmation de tout ce que Pierre Barras a rêvé. Après avoir bien sûr retrouvé les lieux et l'époque, c'était le Pays de Galles au XVIIIe siècle. Je vous le répète, vous allez tout voir dans quelques instants. Alors, avant de suivre l'histoire de Pierre et Odette Barras à la recherche de leur vie antérieure, un aperçu rapide en quelques images des autres mystères de ce soir. Vous allez le voir tous tout aussi troublants. Novembre 1975, dans l'Arizona. Le jeune bûcheron Travis Walton et ses camarades font une rencontre du troisième type. Travis Walton ne réapparaît que 5 jours après. C'est l'un des cas les plus célèbres d'enlèvement par des extraterrestres. En 1986, l'Allemand Adolf Hommes ne croyait pas que les vivants pouvaient capter des messages de l'au-delà, jusqu'à ce qu'il enregistre la voix de sa mère défunte. Depuis, comme des milliers de chercheurs, il a vécu beaucoup d'autres expériences de ce genre. Fin 82, le petit Chucky McGivern est hospitalisé. Mais la médecine des hommes ne peut rien pour lui. Seul un miracle pourrait le sauver. Et ce miracle se produit. C'est même un cas inhabituel dans la longue histoire des guérisons inexplicables. Un bijou d'occasion acheté sur un coup de cœur par une jeune femme en pleine forme, et voilà une vie sans histoire qui bascule peu à peu dans le cauchemar. Et si c'était cette bague qui avait empoisonné l'existence de Babette Muselli? Et puis ce soir, pour ce numéro de Mystère, je voudrais vous le signaler, un dispositif un peu particulier, nouveau en tout cas. Autour de moi, tous ceux qui sont en quelque sorte des observateurs, des experts des phénomènes paranormaux et qui auront à intervenir.
Et puis dans le public, ce soir, des gens qui nous ont écrit parce qu'ils ont vécu eux-mêmes des expériences extraordinaires et ils seront donc appelés au cours de cette soirée, bien sûr, à témoigner de ces expériences. Mais tout de suite, comme je vous le disais, installez-vous bien, regardez le film, c'est l'histoire de Pierre et Odette Barra à la recherche de leur vie antérieure. Pierre Barra est aujourd'hui retraité. Ancien fonctionnaire de police, il habite dans un appartement près de Paris avec sa femme Odette. Leurs 3 enfants sont maintenant mariés et Odette et Pierre auraient pu se contenter d'une retraite tranquille. Mais ils se sont lancés dans une aventure extraordinaire, car une nuit, Pierre a fait un rêve étrange. Avant, bien sûr, j'étais un peu sceptique sur la réincarnation, j'y croyais sans y croire, mais alors à la suite de ce rêve, j'étais totalement affolé et j'ai cru définitivement à la réincarnation. Il est vrai que lorsque les personnes vivent des séquences parfois extrêmement fortes, eh bien, leur vie change. Ils commencent à penser d'une manière différente. Ils commencent à se rendre compte qu'ils ont été, qu'ils sont et peut-être qu'ils seront à nouveau. Tout a commencé au mois d'août 1980. Comme chaque été, les Barra passent leurs vacances dans leur maison en Bretagne. Cette année-là, l'été est particulièrement frais et pluvieux. En se couchant, Pierre est loin d'imaginer que la nuit qui l'attend va être très différente des autres et va l'entraîner dans un monde étrange qui va changer le sens de sa vie. Passez une bonne nuit. De troublantes images surgissent soudain dans son sommeil. Pierre distingue une carriole, un lourd cheval de trait. Dans la carriole, une femme souffre. Cette femme est sur le point d'accoucher. Un homme conduit la carriole, il est affolé. Il se dépêche, c'est son mari. Pierre a le sentiment que cet homme c'est lui et que la femme dans la carriole c'est Odette, sa femme. Pourtant ils n'ont pas du tout leur physique actuel, mais Pierre est sûr que c'est bien eux. Les douleurs de la femme sont de plus en plus terribles. Elle accouche dans la carriole de 2 jumeaux. Mais le rêve de Pierre ne s'arrête pas là. Confusément, il distingue quelques lettres du nom d'un village sur un panneau. 2 syllabes se détachent. Pierre sait qu'il est au XVIIIe siècle. Soudain, il voit à nouveau la carriole prendre la direction du village. L'homme rassure la femme. Ils sont soulagés d'y arriver car c'est là qu'ils habitent. Puis le temps a passé. Pierre sait maintenant que sa femme et lui sont cultivateurs et qu'ils vivent pauvrement avec leurs 12 enfants. Pour eux, ce jour est un grand jour, car ils vont cacher un coffret qui contient des documents importants. Sa femme dépose dans la cassette toute leur richesse et ils vont l'enterrer soigneusement au pied d'un arbre. Et comme souvent dans les rêves, la scène change soudain de décor. Pierre voit maintenant un très vieux cimetière. Puis il voit un homme seul devant une tombe. Et sur la tombe est inscrit le nom de John Brown. Cet homme, c'est lui, Pierre, aujourd'hui au XXe siècle.
Enfin, le jour se lève et la lumière tire les Barat de leur sommeil. Le rêve que j'ai rêvé, c'était au mois d'août 1980. Je me suis rendu compte que ce rêve était véritablement important pour moi. Et je l'ai raconté immédiatement à ma femme. Je me voyais très très bien dans cette vie à cette époque. Certainement au XVIIIe siècle. Cette charrette était conduite par un homme grand. Cet homme, c'était moi. Je l'écoute et il me dit « Je suis sûr que c'était toi et je suis sûr que c'était moi et on était différents tous les deux. » Vu la pauvreté de ce coin, je me dis « Tiens, c'est peut-être un pays de l'Est ou en Pologne. » Et j'avais vu sur la plaque, la plaque d'entrée du village, OS, et plus loin, je me souviens seulement de RI. Raconte. Mais si! Pierre fait souvent des rêves d'une précision incroyable. Il a pris l'habitude de les raconter à sa femme. Mais ce rêve-ci est tellement présent et différent des autres qu'Odette pense que son mari a vu en songe l'une de ses vies antérieures. Troublé, Pierre raconte son rêve à des amis et leur fait part de son émotion et de ses interrogations. Se pourrait-il qu'il ait été jadis ce paysan du XVIIIe siècle? Sur la tombe, c'était marqué John Brown. L'homme, c'était moi. Et il était tout énervé de son rêve. Il était vraiment... Il y croyait pas trop au départ. Il disait, c'est un rêve, il faut que j'en ai la preuve. Les Barat décident alors de tenter de retrouver des détails du rêve dans la réalité. Mon épouse a eu l'idée de prendre l'Atlas mondial et de chercher parmi les 240 et quelques localités qui commençaient par Os, et elle a trouvé la ville ou le village d'Oswestry au pays de Galles. Grande-Bretagne. Oui, mais attends. Odette et Pierre n'ont jamais été en Angleterre, et l'idée vient soudain à Odette d'emmener Pierre là-bas, à Oswestry. Elle pense que ça peut être important pour lui. Elle décide de lui faire la surprise et va seule acheter les billets d'avion. Odette Barat, elle est passée à l'agence pour chercher la façon de se rendre en Angleterre. Donc on a regardé sur un atlas où se trouvait Oswestry et on a trouvé que le meilleur aéroport était Birmingham. Des billets d'avion, mes pauvres. Pour aller en Angleterre. En Angleterre, non. Mais si mon rêve ne voulait rien dire, enfin... Comme ils ne parlaient pas la langue, ils nous ont demandé de nous occuper d'un maximum de choses. Bon, c'est-à-dire, outre l'avion, la location de la chambre d'hôtel et la location de voiture. Quelques jours plus tard, les Barat atterrissent en Angleterre. Au début, bien sûr, ils sont un peu perdus. Mais dès qu'ils vont approcher d'Oswestry, les choses vont être étrangement différentes. Quand on est arrivé là-bas, il a tout reconnu, y compris la chaîne de montagnes qui entourait la ville dont il ne m'avait pas parlé. Odette et Pierre sont enfin au cœur de la ville d'Oswestry. Et là, c'est incroyable. Malgré la différence d'époque entre le rêve et la réalité, Pierre reconnaît les rues, les maisons. Il se dirige comme s'il avait toujours habité là. Et soudain, au détour d'une rue, il va faire une découverte étonnante. Tiens, là, je suis sûr. Tu es sûr? Bien, c'est là. Tu es sûr? C'est là, je suis sûr. Pierre a reconnu la maison de son rêve. Cette maison où il se voyait vivre avec sa femme et ses enfants au XVIIIe siècle. C'est là. Les images de son rêve lui reviennent très précisément et il n'a plus aucun doute. Dans un autre temps, cette maison a été sa maison. Et devant cet endroit qu'il reconnaît sans jamais y être venu, Pierre est envahi par l'émotion. Dans la rue principale, j'ai reconnu ma maison, bien sûr en effaçant toutes les nouvelles de mon esprit, toutes les nouvelles constructions qui ont été faites depuis. Mais ce que je n'ai pas retrouvé, c'est l'arbre au pied duquel j'avais enterré un petit coffret contenant divers papiers et 2 pièces d'or. Alors pendant 2 jours, nous avons cherché le nom de John Brown, ce nom que j'avais vu aussi dans mon rêve. Puisqu'il a reconnu la maison, Pierre est maintenant persuadé qu'il va retrouver d'autres éléments de son rêve.
Pour tenter de retrouver la tombe sur laquelle est inscrit le nom de John Brown, il visite avec sa femme tous les cimetières de la région, jusqu'au jour où Pierre a le sentiment d'être enfin au bon endroit. Je t'assure, c'est le même cimetière que celui que j'ai vu dans mes rêves. Hein? Un très vieux cimetière, tu vois. Viens. Tiens. Oh chérie, viens, regarde, quel viens. pays. Oui, Et oui, dire oui, qu'il viens. faisait beau hier. Tiens, regarde. John Brown. C'est lui. Pierre et Odette sont stupéfaits. Ils sont persuadés qu'ils ont devant eux une seconde preuve de l'existence des vies antérieures. Dans le dernier cimetière, je me trouve devant une tombe délabrée, forcément avec le temps, et je suis sûr et certain que je suis là, que mes ossements se trouvent là. Oui, allô, oui. De retour à Paris, oui, Odette et ici, Pierre c'est décident Pierre. d'écrire à la mairie de Swestry pour obtenir des renseignements sur ce fameux John Brown. Comme ils ne parlent pas un mot d'anglais, ils demandent à l'une de leurs amies de traduire leurs lettres. Quand j'ai assuré les traductions et qu'ils ont reçu les réponses du Pays de Galles, ils étaient évidemment fous de joie d'avoir retrouvé certaines preuves de leurs vies antérieures. Dès la réception de la lettre des Barras, l'archiviste de la mairie d'Oswestry entreprend les recherches. Elle découvre qu'en effet, une famille Brown a vécu à Oswestry entre le 15e et le 18e siècle, et que parmi eux, un certain John Brown eut 12 enfants. Nous avons trouvé une branche de Brown, et l'un des Brown avait une famille de 12 enfants qui comportait un John Brown, et qui était probablement celui que Madame Barra recherchait. Les personnes qui vivent de tels états de conscience se rendent compte qu'ils sont, que la vie ne commence pas à la naissance et ne finit pas à la mort. Et ce que j'ai constaté vraiment sur une grande échelle, sur une large échelle, c'est comme si les gens étaient plus présents dans leur vie de tous les jours par rapport à avant. Pour Pierre, en effet, cette expérience a été positive. Il a trouvé une vraie sérénité. Dans ma vie, s'est passé un événement qui a changé vraiment toute la vision du monde que j'avais. Maintenant, je n'ai plus peur de la mort, puisque je sais qu'après cette vie, et un repos mérité un peu dans l'au-delà, je reviendrai sur cette terre. Les preuves retrouvées par les Barras ne sont-elles dues qu'au hasard, ou bien Pierre Barras a-t-il vraiment été dans une autre vie John Brown, ce cultivateur anglais du XVIIIe siècle? Pierre et Odette Barras, les voici. Quel effet ça vous fait de voir le film de votre vie, Pierre Barras? Formidable. Enfin, de votre vie, de ce mystère. Il est formidable, le film. Ça, très bien. Ça vous émeut? Formidable. Oui, oui. Oui. Dites-moi, vous savez que, selon certains spécialistes, des vies antérieures, on en a plusieurs. Vous n'avez jamais eu envie d'en connaître d'autres? Si, j'ai rêvé d'autres vies aussi. Et vous avez cherché à les vérifier? Non, c'est trop loin. Vous ne pratiquez pas ce que l'on appelle les régressions? Non, non. Parce que nous avons parmi nos invités Patrick Drouot, qui est tout à fait à même de vous faire faire des régressions dans d'autres vies. Mais la connaissance d'une seule de ces vies vous suffit, semble-t-il? Non, pas du tout. Vous avez envie de continuer? J'aimerais bien connaître d'autres. Merci en tout cas d'être parmi nous, Odette et Pierre Barras. Bon, je vais retourner vers mes invités observateurs. Et on va commencer bien sûr par Patrick Drouot. Patrick Drouot, si j'employais une métaphore sportive, je dirais que c'est le numéro 1 mondial de la régression. Combien de régressions avez-vous fait pratiquer à ceux qui venaient vous voir? Je n'ose pas dire à vos patients. Et je crois que ces 15 dernières années, j'ai travaillé avec environ 1500 personnes, ce qui représente à peu près 5000 séances ou 5000 voyages, entre guillemets. Bien sûr, il y a une question qu'il faut se poser immédiatement dans ce thème fondamental de la réincarnation. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que nous pouvons commencer à y croire ou non? Ce qu'un certain nombre de scientifiques et de chercheurs ont fait depuis ces 30 dernières années, c'est une exploration de terrain. C'est essayer de voir comment les gens vivaient le phénomène, qui ils étaient avant, pendant et après. Est-ce qu'on peut avoir, là, je n'osais pas parler de preuves tout à l'heure à propos de l'histoire de Pierre et Odette Barras, bien qu'ils aient eu confirmation, grâce à ces recherches dans les archives locales, de la justesse de ces rêves. Mais
Est-ce qu'il n'y a pas, vous qui faites pratiquer des régressions dans des vies intérieures, certaines régressions où on a en quelque sorte des preuves? Bien sûr, ce que nous cherchons tous, c'est à prouver ou à leurrer le phénomène. Et je crois que dans l'état actuel des choses, et d'une manière strictement scientifique, on ne peut pas prouver le phénomène dit de réincarnation, mais ce qui est présent d'une manière continuelle sur littéralement des dizaines de milliers de personnes, c'est le caractère extraordinairement thérapeutique et curatif du phénomène. Gérald Messadier est donc rationaliste, rédacteur en chef adjoint de Sciences et Vie, et sur ce problème des vies antérieures, des réincarnations, je pense qu'il n'est pas du tout d'accord évidemment avec vous, ni avec ce que nous avons raconté dans le film qu'on vient de voir. Écoutez, d'abord, je ne suis pas rationaliste. Merci de me donner la parole. Je ne suis pas rationaliste, je suis rationnel. Deuxièmement, à partir du moment où on me dit qu'il faut y croire ou pas y croire, c'est une question de foi. Ça ne me concerne absolument pas. Mais que pensez-vous de l'histoire que nous venons de raconter de Pierre-Odette Barra? Écoutez, je voudrais d'abord observer que ce nom de John Brown est un des plus banals qu'on puisse trouver en Angleterre, et que de l'Écosse au Pays de Galles et de l'Est à l'Ouest, dans tous les comtés anglais, on trouvera un John Brown et on en trouvera un enterré dans un cimetière à peu près identique. Voilà une chose quand même très singulière. On m'aurait dit qu'il s'appelait d'abord le nom de John sans prénom intermédiaire est un peu singulier. John Brown, c'est le nom le plus absurdement banal. Si on m'avait dit que c'était Thomas Beresford Anglesey, là le nom est un peu plus précis, un peu plus singulier. Bon, il y en avait un dans ce... Il faudrait ensuite faire une étude et voir ce nom rêvé. Bon, le rêve d'abord est du point de vue psychiatrique étrangement structuré. C'est très très rare d'avoir un rêve. C'est vrai que Pierre-Odette Barra vous écoute, ils sont là, ils ont un micro. Je les ai vus, je vous ai entendu leur parler. Mmh. Alors, je trouve ce rêve extrêmement structuré, même bizarrement structuré pour un rêve. Admettons, mais là, le nom de John Brown, moi, au lieu de me convaincre, m'inciterait à la réserve, pour dire le moins. Bon, deuxièmement, il me semble, dans la conversation que vous venez d'avoir avec M. Drouot, il y a un amalgame. Dans le cas du rêve de M. Barra, nous avons le souvenir spontané, supposé, d'une vie antérieure. Ce que fait M. Drouot, c'est de provoquer, lui, des souvenirs. C'est tout à fait autre chose, parce que je suppose que vous procédez par hypnose. Alors justement, l'hypnose est une technique pour nous totalement dépassée depuis une vingtaine d'années. Effectivement, les premières expérimentations qui ont été faites au début du siècle et jusque dans les années 60-70 ont été basées sur l'hypnose. Alors comment faites-vous ? Eh bien, c'est-à-dire qu'on utilise des techniques basées sur des musiques, sur des souffles, où la personne reste totalement consciente, mais où elle entre dans un mode de fonctionnement cérébral totalement différent. Ce que l'on a essayé de faire, par exemple, aux États-Unis, dans différents laboratoires, c'était de voir de quelle manière le cerveau fonctionnait lorsque les personnes disaient être dans quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a des modifications? Est-ce que le cerveau génère des trains d'ondes différents de ce qu'il génère dans un état relaxé, dans un état d'hypnose, ça doit être terriblement traumatisant quand vous faites revivre à quelqu'un une vie antérieure et parfois que vous faites revivre sa mort. Écoutez, justement, c'est aussi l'une des questions que l'on se pose. Par exemple, quelqu'un qui a un problème précis, est-ce que si cette personne ramène des choses traumatisantes, est-ce que ça ne va pas la traumatiser plus encore? Ce que l'on a constaté, je dis une fois encore, non pas sur des dizaines, mais sur des centaines de milliers de cas, les gens ramènent à la conscience des événements qui ne correspondent à rien, et à ce moment-là, c'est comme il y a une espèce d'auto-restructuration de la personnalité elle-même. J'aimerais bien avoir le point de vue de Jean Servier, qui est ethnologue et qui a étudié. Il semble que cette croyance dans les vies antérieures ou dans la réincarnation, ce qui revient au même, soit quand même largement partagée, non? Bien, depuis des milliers d'années, c'est l'essentiel du sens de la vie donné par des milliards d'hommes. Ça représente quoi par rapport à l'humanité Encore maintenant des millions d'hommes. On peut dire que les 3/4 de l'humanité croient dans les vies antérieures? Oui. Mais alors, il y a une différence, c'est que si le traitement de M. Drouot doit permettre de guérir certaines névroses obsessionnelles, je ne sais pas, je n'ai aucune notion de psychiatrie. Mais tous les gens qui croient à la réincarnation évitent de se souvenir de leurs vies antérieures, car c'est une régression. Et si on renaît, c'est pour progresser.
Du reste, les philosophes de l'Antiquité le disaient, comme Platon, il ne faut pas retomber dans le bourbier. Et l'initiation permettait d'éviter de tomber dans le bourbier en étant une répétition du scénario de la mort. Donc là, nous sommes en train de tarir la fontaine de l'oubli, c'est peut-être dangereux. Et voilà, Gérald Messadier, est-ce que c'est dangereux selon vous ? En effet, c'est dangereux. Aux États-Unis, on entre dans le domaine juridique, il y a des procès qui sont intentés à des psychiatres ou à des thérapeutes qui ont pratiqué des régressions de ce genre, qui ont réussi à convaincre des gens qu'ils avaient été violés dans leur enfance par leurs parents ou par d'autres personnes. On les a vus, d'ailleurs, on en a vu, il y en avait un, il y a un jeune homme qui a prétendu qu'il avait eu des rapports sexuels avec un cardinal, puis il est revenu sur ses aveux qui étaient complètement fabriqués, évidemment. Et puis une femme de 67 ans qu'on persuade à son âge que son père, qui a alors 91 ans, l'aurait violé dans sa jeunesse. Enfin, on entre dans le domaine vraiment du délire social. Et il y a maintenant des procès, et je pense que la justice française devrait commencer à contrôler cela, parce qu'on cultive, parce que c'est une pratique... on cultive le délire social. On fait croire aux gens ceci, cela et autre chose. C'est très dangereux. On entre dans ce domaine de viol, parce que ça, c'est un viol de la personnalité. On entre par hypnose ou par des techniques apparentées à l'hypnose, on entre dans l'inconscient des gens, par la suggestion, on leur fait croire ce qu'ils sont déjà tout prêts à croire. Tout le monde est prêt à croire à beaucoup de gens sont prêts à croire à des fantaisies de ce genre. C'est extrêmement dommageable pour eux, pour leurs proches et pour l'ensemble de la société. Je pense que là, réellement, on est dans le domaine juridique et même criminel. Bien.